Bonjour à tous. J'interviens ici donc au nom de la CNIL, la Commission informatique et liberté, et donc sur ce sujet du partage, l'utilisation des données. C'est vrai que ce sujet peut paraître en première analyse un peu antinomique par rapport, je dirais, à la mission de la CNIL, à la mission de protection des données à caractère personnel. Et ce que je voudrais faire dans ces quelques minutes d'intervention, c'est un peu dresser un bilan justement de ces questions d'utilisation des données de santé du point de vue de la CNIL. Et vous verrez que ce bilan est pour le moins assez contrasté, et il est d'autant plus contrasté qu'on est aujourd'hui avec de nouveaux enjeux, de nouveaux horizons, et également un nouveau cadre juridique qui se profile au niveau de la protection des données personnelles, et tout ceci risque de changer assez fondamentalement la donne. Alors, un bref rappel sur la protection des données personnelles. En Europe, je vous rappelle qu'il y a 4 piliers. C'est la reconnaissance donc, de droits au profit des personnes dont les données vont être traitées, dont les données à caractère personnel vont être traitées, utilisées, communiquées. C'est aussi des règles, donc une régulation pour encadrer les traitements de données personnelles, un régime de sanctions, donc en cas de non-respect des principes, avec notamment des process de contrôle et de sanctions à la fois pénales, administratives et financières, et puis donc la création d'une autorité de contrôle indépendante. Donc aujourd'hui en Europe, donc tous les États de l'Union européenne disposent donc d'autorités, de CNIL analogues à la nôtre, mais avec, je dirais, des pouvoirs assez différents aujourd'hui. Donc, pour résumer, en Europe, c'est une régulation par la loi et dans le monde, une disparité de situation puisque seuls, dans le monde, 50 États disposent de législation de protection des données et des États, des pays aussi forts sur le plan du numérique que les États-Unis, la Chine ou l'Inde ne disposent pas de loi de protection des données. On voit tout de suite l'enjeu en ce domaine. Alors, en Europe, donc, bref rappel du cadre juridique existant, j'insisterai plus particulièrement sur cette directive de 95 qui est en voie de révision et qui devrait se traduire par un règlement donc d'application directe donc, et qui va fortement bouleverser, je dirais, le champ de la protection des données personnelles en Europe et notamment en France. J'y reviendrai. Alors, s'agissant de la protection des données personnelles en France, c'est bien sûr la vieille loi informatique et liberté de 78 qui régit toujours donc, la régulation des données personnelles. Cette loi a été assez profondément modifiée à plusieurs reprises, et notamment en 1994 pour permettre un encadrement de l'utilisation des données de santé à des fins de recherche médicale. Ça a été, je crois, me semble-t-il, une assez grande avancée parce qu'avant, on était dans une situation de blocage au regard des règles et notamment des lois relatives au secret professionnel. Donc, il me semble que là, il y a eu une première avancée. Une deuxième avancée qui s'est traduite en 1999 par la possibilité, encadrée certes sur le plan législatif, la possibilité d'utiliser les données issues notamment du PMSI et des bases de données médico-administratives, notamment des caisses d'assurance maladie. On y reviendra, mais ça a été, je dirais, une avancée également. Et puis d'autres modifications qui sont intervenues par la suite. Et puis, donc en France, c'est donc la CNIL qui est chargée de veiller à l'application de la loi. 2 mots sur la CNIL, donc qui est une AAI, une autorité administrative indépendante, qui aujourd'hui est composée donc de 17 membres qui émanent d'horizons divers, aux magistrats, personnalités qualifiées, parlementaires notamment. Et depuis 2011, donc, le défenseur des droits également fait partie, sous certaines conditions, donc, de la commission. Les effectifs, 180 personnes qui ont fortement grossi, avec sur le pôle santé donc un effectif de 5 à 6 personnes, ce qui peut paraître peu, mais également avec notamment un service des contrôles qui s'est fortement étoffé, et notamment sur le secteur santé. Également un service de l'expertise fortement étoffé, et notamment nous avons développé une expertise technologique qui aujourd'hui est reconnue. Enfin, le budget qui est aujourd'hui de 17 millions d'euros, donc qui, je dirais, se maintient, et je crois que les gouvernements successifs ont pris conscience de l'intérêt, je dirais, d'une défense efficace des droits et libertés des individus face au numérique avec la CNIL. Alors, triple mission aujourd'hui, information, conseil et également réflexion prospective. C'est la raison pour laquelle une direction des études de la prospective donc, a été créée en 2011, dont j'assure la direction, qui a pour objet à la fois de développer la réflexion prospective dans des dimensions pluridisciplinaires et notamment sociologiques, économiques, dimensions qui faisaient jusqu'à récemment
récemment défaut à la CNIL et qui a également pour objet d'ouvrir la CNIL sur l'extérieur. C'est vrai que longtemps, on nous a reproché d'être un peu, de raisonner et de réfléchir en vase clos et de raisonner, je dirais, en termes peut-être trop théoriques et en termes juridiques. D'où la volonté de la CNIL, donc de s'ouvrir sur l'extérieur et notamment sur le monde académique et le monde de la recherche. Et ceci s'est notamment traduit par la conclusion de conventions de partenariat avec un certain nombre d'organismes de recherche. J'y reviendrai. Deuxième aspect, c'est l'aspect contrôle qui reste au cœur des missions de la CNIL avec l'aspect déclaration et contrôle sur place. Les déclarations, comme on le verra avec l'évolution du cadre juridique européen, les déclarations vont disparaître pour une très large part au profit d'un renforcement des procédures de contrôle sur place et au profit d'un renforcement des procédures de sanctions. Ces sanctions, elles existent depuis 2004. Et ça s'est aussi traduit par une activité de plus en plus forte de la CNIL en ce domaine. Je vous donne là quelques chiffres qui montrent que notre activité est en croissance constante. Alors, sur la donnée personnelle de santé, la donnée personnelle de santé a toujours revêtu dans les lois de protection des données un statut particulier, puisque le principe, c'est l'interdiction du traitement des données de santé, mais heureusement avec un certain nombre de dérogations qui, je dirais, sont devenues maintenant de droit commun, si je puis dire. Alors, ces dérogations, rapidement, c'est notamment le consentement des personnes. Si, effectivement, la personne a consenti au traitement de ces données personnelles de santé, eh bien, c'est un fondement tout à fait légal, légitime, qui permet ce traitement. Pour autant, la CNIL a toujours considéré que ce consentement était une garantie nécessaire, mais pas suffisante. Et notamment, elle a toujours considéré que, dans certains domaines, il faudrait une loi pour encadrer les transmissions de données. Je pense notamment à l'assurance maladie complémentaire, où nous avons toujours considéré que le consentement du bénéficiaire de soins ne suffisait pas à permettre une transmission de données, notamment des données issues des feuilles de soins, à des organismes d'assurance maladie complémentaire. Alors certes, on a autorisé à titre expérimental certaines expérimentations pour notamment les compagnies d'assurance, mais il ne nous semble pas que ce soit une garantie suffisante, mais j'y reviendrai. Deuxième dérogation, c'est bien sûr les traitements donnés à des fins de médecine préventive diagnostique, bien évidemment les dossiers médicaux hospitaliers, informatisés, système d'information hospitalier, les fichiers médicaux sont bien évidemment bénéficient de cette dérogation. Troisième élément, c'est l'intérêt public, donc les traitements, notamment les études statistiques qui sont réalisées notamment par l'INSEE, revêtent un intérêt public et sont considérés comme tels par la CNIL qui les autorise en connaissance de cause. Et puis, donc l'autre dérogation donc, qui a été introduite, comme je le disais, en 1994 puis en 1999, c'est à des fins de recherche médicale et d'évaluation des pratiques de soins et de prévention. S'agissant de l'utilisation des données à des fins d'évaluation des pratiques de soins ou de prévention, notre loi apporte quand même une restriction qui peut-être mériterait d'être réexaminée, c'est-à-dire que en aucun cas peuvent être utilisées des données concernant le NIR ou concernant des données directement nominatives. Donc il y a une procédure d'autorisation, mais qui repose uniquement sur des données, je dirais, indirectement nominatives. Avant-dernier cas de figure, c'est si les traitements font l'objet de procédures d'anonymisation à bref délai. Ils peuvent être autorisés par la CNIL, c'est ce qui a été fait notamment dans le cadre de ce qu'on appelle les expérimentations d'abusion. Donc on reprend toujours ce terme-là. Ce sont donc ces expérimentations qui ont été menées donc il y a quelques années pour permettre aux assureurs maladie complémentaires donc d'accéder sous certaines conditions aux feuilles de soins électroniques. Et donc ces expérimentations se sont réalisées dans le droit fil de vos recommandations et qui notamment prévoyaient donc des processus d'anonymisation à bref délai en recourant notamment à des procédures de hachage des identités, notamment du NIR. Et enfin, le dernier cas de figure, on en a parlé, c'est le cas particulier donc du SNIRAM, qui a été créé par la loi, qui prévoit, et ça je voudrais quand même le rappeler, cette disposition législative du Code de la Sécurité sociale, qui prévoit donc la création donc, de ce SNIRAM avec une alimentation donc, par notamment les caisses d'assurance maladie des différents régimes, avec quand même un principe fort inscrit dans la loi qui prévoit que les données collectées et traitées doivent être utilisées dans des conditions préservant l'anonymat des bénéficiaires de soins. Non pas l'anonymat des professionnels de santé, puisque là on est potentiellement sur
du nominatif, mais l'anonymat des bénéficiaires de soins. Et c'est là, je dirais, où on est au cœur de la problématique. J'y reviendrai. Donc, aujourd'hui, par rapport à cet encadrement légal qui existe en France et en Europe, d'ailleurs, quelle est l'approche de la CNIL ? Je veux dire que cette approche, elle a toujours essayé de concilier, si je puis dire, d'avoir un juste équilibre entre, effectivement, les intérêts de santé publique, recherche médicale, notamment observation des pratiques de soins, et le respect de la vie privée. Alors, ce juste équilibre, il n'a pas toujours été, et il n'est pas toujours facile à réaliser, mais par rapport, vous évoquiez la pauvreté, si je puis dire, des travaux de recherche en France. Alors peut-être que nous, on a une vision peut-être très théorique, mais je dois dire que, c'est vrai que je me suis occupée longtemps du secteur santé, je continue un peu à le suivre de loin, et je vois quand même on voit une croissance quand même très très forte du nombre d'autorisations qui nous parviennent, aussi bien donc en recherche épidémiologique, en traitement d'évaluation des pratiques de soins. Donc là, on en est entre 800 à 1000 demandes par an, et ça ne reflète sûrement pas la réalité du terrain, puisqu'on sait très bien que bon nombre d'organismes de recherche, soit par ignorance, soit par finalement, en considérant que les contraintes CNIF sont trop lourdes, ne nous déclarent pas leur projet de recherche, mais je dirais on a une assez bonne vision quand même du développement de la recherche en France. Et au travers des autorisations, il me semble quand même que c'est un monde qui vit et qui, je dirais, traite en tout cas beaucoup de données. Alors évidemment, on n'a pas ensuite le retour sur les résultats de ces recherches. Ça serait d'ailleurs intéressant d'avoir un feedback là-dessus. Enfin, en tout état de cause, je dirais que la recherche, en ce qui concerne l'utilisation des données personnelles, est une recherche qui quand même est assez active en France. Pour ce qui concerne la CNIL, on a justement pris en compte cet impératif de santé publique, puisqu'on a quand même pas mal développé des procédures de simplification. Je vous rappelle notamment les autorisations uniques dans certains domaines. Et puis, André Lott évoquait indirectement cette question du NIR dans le domaine de la recherche, et la question de l'appariement, effectivement, des bases de données médico-administratives avec les données recherche. Et la CNIL, ça faut quand même le souligner, vu son histoire et la genèse de la loi informatique et liberté, la CNIL donc a été, je dirais, je crois la première, ou une des premières, avec également d'autres, je dirais avec également le milieu de la recherche, a attiré l'attention du ministère de la Santé sur la nécessité de revoir l'encadrement juridique existant en ce qui concerne l'utilisation donc du numéro de sécurité sociale pour permettre l'appariement donc notamment des bases de données médico-administratives avec les données recherche. Donc nous avons appelé de nos vœux donc une modification réglementaire des textes avec l'idée d'un décret cadre donc qui permettrait une utilisation beaucoup plus large et souple du numéro de sécurité sociale. Donc nous attendons très vivement la saisine du ministère sur ce projet de décret, en espérant qu'elle permettra là une ouverture encadrée donc de ces appariements. Au-delà de ça, pour assurer ce juste équilibre entre intérêt de santé publique et respect de la vie privée, parce que je crois qu'il est important de parler aussi de ce sujet, respect des droits des personnes. Je crois qu'il y a deux garanties qui nous semblent, qui ont toujours paru essentielles à prendre en compte. C'est bien sûr l'aspect sécurité, confidentialité, voire anonymat, mais l'anonymat, c'est très beau en théorie, en pratique, on le voit au fil de l'eau et au fil des projets qui nous sont soumis. Demander le respect de l'anonymat, c'est pas toujours techniquement possible. Et aujourd'hui, malheureusement, si on dresse un constat, on a vu se développer certains outils techniques d'anonymisation. Je pense notamment à la solution FOIN, fonction d'occultation des informations nominatives, qui a été développée d'ailleurs à l'époque par la CNAM et qui a notamment été utilisée aussi bien dans le cadre notamment du PMSI, du SNIRAM, dans le cadre du double hachage dont vous parliez, pour permettre l'anonymisation des données directement identifiantes. Mais mis à part FOIN, mis à part également les techniques qui ont été utilisées aussi de double hachage pour les remontées d'informations des déclarations obligatoires de certaines maladies, notamment historiquement du sida et puis de la séropositivité, eh bien aujourd'hui, malheureusement, c'est un marché entre guillemets qui se développe assez peu.
Et je trouve que là, réellement, il y a un manque en France. On n'a pas fait pour le moment d'études benchmark sur la façon dont ça se passait en Europe et à l'étranger, mais sur l'aspect développement de solutions techniques d'anonymisation, je crois qu'on est assez largement en retard. Et alors, quand on parle d'anonymat, je crois que là, il faut aussi faire très attention. C'est vrai que quand on s'intéresse à la définition de la notion de données à caractère personnel, qui est effectivement une définition extrêmement large. Données à caractère personnel, c'est toute donnée qui permet d'identifier directement ou indirectement une personne, quel que soit, si je puis dire, le moyen utilisé. Donc, indiquer qu'il faut, je dirais, traiter les données de façon anonyme, c'est bien beau à dire sur le papier, mais en pratique, c'est pas toujours évident, j'y reviendrai. Donc l'aspect sécurité est tout à fait important, ça passe par aussi le recours à des procédures de chiffrement, procédures de sauvegarde, de journalisation des accès, et là aussi, si on dresse un peu le bilan, notamment nous, au travers des contrôles qui ont pu être réalisés, par exemple en 2011, on a réalisé une vingtaine de contrôles approfondis, aussi bien auprès d'hébergeurs de données de santé, auprès d'hôpitaux, on constate que la situation, elle est globalement pas très satisfaisante quand même, à la fois pour des raisons, je veux dire, de coût, la sécurité ça a un coût, peut-être aussi d'ignorance, etc., mais des solutions de sécurité aussi basiques que l'instauration de mots de passe individuels ou de chiffrement des données, eh bien, ne sont pas toujours mises en place. Ce qui s'est traduit d'ailleurs par des procédures précontentieuses, notamment des procédures de mise en demeure qui ont été mises en route par la CNIL. Donc sur l'aspect sécurité, je crois que là, faut un peu battre notre coulpe et s'intéresser. Et je crois que c'est, d'ailleurs, ça fait partie des orientations stratégiques du gouvernement en matière de développement du numérique en France, de développer justement une véritable politique de sécurité. Et c'est aussi, d'ailleurs, peut-être un facteur de compétitivité pour nos industries du numérique en France. Deuxième point, deuxième garantie aussi essentielle, c'est la transparence et le respect des droits des personnes. Ça passe par une information donc individuelle ou selon le cas collectif des personnes, qui n'est pas toujours réalisée, droit d'opposition, le consentement et l'exercice aussi du droit d'accès. Et là aussi, ce qu'on a pu constater, c'est que, mais ça, je dirais, c'est aussi peut-être un constat général, c'est que par exemple le droit d'accès est assez peu exercé. Alors c'est peut-être aussi, là, il faut peut-être aussi réfléchir aussi, pour ce qui concerne la CNIL, à une meilleure sensibilisation des individus sur ces droits. Donc, au global, le bilan, je dirais, est un peu contrasté sur, je dirais, cette utilisation des données de santé en France, notamment sur le plan des garanties qui ont été mises en œuvre. Alors aujourd'hui, c'est là, je crois, où il faut un peu élargir le champ de la réflexion. Il y a de nouveaux enjeux et je crois qu'on ne peut plus raisonner uniquement franco-français sur cette question du partage et de l'accès aux données de santé. Ce qu'on constate aujourd'hui, ça d'un point de vue à la fois prospectif et puis quand on étudie un petit peu le terrain, c'est qu'il y a de nouveaux besoins qui se sont faits jour, de nouveaux usages, de nouveaux comportements. Et je crois que ça, il faut pas du tout l'oublier, c'est le développement du web social et notamment des réseaux sociaux qui se sont très fortement développés. J'en parle là parce que, notamment dans le domaine de la santé, on voit de plus en plus fleurir des réseaux sociaux de patients, d'usagers, qui souhaitent mettre en commun leur pratique, leur expérience, échanger, discuter. Ça s'est beaucoup développé aux États-Unis, notamment il y a un réseau qui s'appelle Patient Like Me qui compte plusieurs centaines de milliers donc, de comptes. En France, ça commence aussi à se développer. Donc, ce premier aspect web social. Et puis Facebook aussi, bien évidemment, je dirais, facilite en quelque sorte la publication des informations sur soi. Et ce qu'on a pu constater, notamment au travers de l'étude Vie privée 2020 qu'on a réalisée l'an dernier, qui s'est traduit par cet ouvrage qui est disponible sur notre site, Vie privée à l'horizon 2020. Ce chantier a consisté à interroger un certain nombre d'experts de tous horizons, aussi bien des sociologues, des philosophes, des économistes, aussi des juristes, on ne les a pas quand même oubliés, puis des think tanks et des industriels sur la façon dont ils percevaient les transformations clés du numérique à l'horizon 2020, l'évolution des données personnelles, la régulation de la vie privée. Madame Tavernier, est-ce que vous pouvez aller plus vite parce que maintenant il faudrait aller. Et le constat qui a été fait, c'est que, notamment s'agissant du web social, c'est qu'aujourd'hui, il y avait une volonté des individus de plus s'exposer
d'exposer, donc de dévoiler plus leurs données, donc dans des stratégies parfois assez sophistiquées. Et ce dévoilement de soi, il ne faut pas du tout l'oublier dans le monde de la santé. J'évoquais les réseaux sociaux de patients, mais c'est aussi ce qu'on appelle le mouvement du quantified self, c'est-à-dire l'automesure de soi, qui consiste notamment de plus en plus à utiliser des capteurs, balance, tensiomètre, podomètre, etc., pour, je dirais, collecter pour soi des données de santé, les publier sur le web et donc en faire également un usage qui peut-être n'est pas du tout anodin. L'autre aspect aussi que je voulais évoquer, c'est le développement des applis sur smartphone dans le domaine de la santé. Et ça aussi, c'est un aspect qu'il ne faut pas oublier parce que les sociétés qui sont derrière donc, vont potentiellement aussi réutiliser ces données. Et là, il peut y avoir aussi des objectifs de santé publique comme des objectifs commerciaux derrière. Donc ce mouvement donc, du développement des applications smartphone, on le voit aussi apparaître bien évidemment en France. Pour, par exemple, le suivi des diabètes, le suivi des grossesses, dans le domaine également diététique. Donc tout ceci se développe avec le développement potentiel donc, de données personnelles de santé qui sont de plus en plus diffusées. Ça, c'est, je dirais, le défi un peu des nouveaux usages sociaux. Deuxième défi, c'est le défi de la technologie et de la mondialisation, donc avec le développement du cloud, qui potentiellement peut aussi concerner les données personnelles de santé. On ne sait plus aujourd'hui où sont traitées les données et, je dirais, quelle régulation leur apporter, sans parler des problèmes de sécurité. C'est le big data dont a parlé donc Christian Babuzio, avec cette explosion donc, du volume des données liées d'ailleurs au web social, données structurées comme non structurées, qui, avec le développement d'analyses d'algorithmes de plus en plus sophistiqués, permettent de déterminer des comportements un peu prédictifs. Ça commence à être utilisé assez fortement dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'assurance, et on voit bien là, potentiellement, qu'il y a des sources énormes donc, de réexploitation des données, notamment dans le champ de la santé publique. Enfin, c'est aussi la problématique de ce qu'on appelle le GAFA, c'est-à-dire les acteurs clés de l'Internet, Google, Amazon, Facebook et Apple, qui eux aussi ont un intérêt bien compris à pouvoir réutiliser donc toutes les données personnelles. Et là, il y a d'énormes gisements de données qui se font jour, avec potentiellement aussi des données personnelles de santé. Et je ne citerai qu'un seul exemple, mais Google Flu Trends, qui permet finalement de détecter de façon préventive les épidémies de grippe dans les différents pays, ben, c'est un outil qui est aujourd'hui très utilisé en santé publique. Enfin, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, mais par rapport au réseau Sentinelle qui existe, Google Flu Trends, par l'analyse des requêtes sur le moteur de recherche de Google, eh bien, est un outil fantastique. Et ça, il ne faut pas du tout le méconnaître. Donc, pour les données de santé, les enjeux sont multiples. C'est données personnelles anonymat. Je ne vais pas détailler là, mais je dirais aujourd'hui, on est vraiment pour nous à la frontière de savoir comment essayer de réguler ces données qui sont à mi-chemin entre l'anonyme, l'indirectement nommé, et on voit bien que les contraintes de la loi sont peut-être trop lourdes pour régler cette situation des données qui sont, je dirais, à moitié anonymes. Mais là, en ce domaine, encore une fois, je pense qu'il faudrait se rapprocher, notamment de la recherche en informatique. J'étais encore avant-hier séminaire avec l'INRIA, où ils sont, je dirais, ils développent des projets de recherche en matière technique d'anonymisation, ou ce qu'on appelle d'obfuscation et de brouillage des données, qui serait tout à fait intéressant d'explorer, notamment dans le domaine de la recherche en santé publique. Est-ce que vous pouvez conclure, je vous en prie, parce qu'il faut passer un petit peu. C'est l'aspect meilleure maîtrise de l'individu sur ses données de santé. Ça, on l'a vu donc, avec le développement du web social. Et ça, c'est un élément absolument clé à prendre en compte dans les réflexions actuelles autour de l'utilisation des données de santé. On n'entend pas beaucoup parler de l'individu, alors que de plus en plus, par le développement de ce que j'évoquais, quantified self, etc., eh bien, l'individu a besoin de maîtriser de façon plus claire ces données. Et enfin, donc c'est la problématique de la réutilisation commerciale. Alors j'arrêterai là malheureusement, mais le projet de règlement européen que j'évoquais tout à l'heure donc, apporte un certain nombre de réponses sur ce point. Je n'ai pas le temps, mais on pourra peut-être y revenir. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Effectivement, on ne peut qu'être ravi de cette présentation et surtout de ce qui est maintenant cet outil de la prospective qui permet de véritablement regarder quels sont les enjeux liés à toutes ces technologies qui arrivent sur le marché, pour lesquelles le citoyen s'en saisit, le professionnel s'en saisit et pour lesquelles les autorités doivent pouvoir accompagner dans l'intérêt évidemment des citoyens. Alors,